Et nous y sommes, je vous en parlais à l'entame de ce numéro de Matin d'Éden, votre numéro de Convainc-moi sur cette émission se propose d'être constitué en un grand moment de télévision sur l'entrepreneuriat et l'entreprise. Eh bien, ce numéro s'invite au chapitre littérature. Nous découvrons avec l'auteur un ouvrage qui constitue un véritable cours sur l'entrepreneuriat, cours sur de bonnes notions, des condensés de notions, de principes pour s'approprier les fondamentaux de l'entreprise d'hier à nos jours. Les fondamentaux nécessaires pour se revendiquer un bon entrepreneur. Et qui, pour faire l'exercice avec nous, je vous en parlais, l'auteur, M. Hippolyte d'Almeida. Bonjour. Bonjour, M. Loris. Je l'ai dit, vous avez fait, je dirais, don ou grâce au public béninois, à l'univers littéraire d'un ouvrage, l'esprit au service de l'entreprise, penser autrement pour agir efficacement. Oui, un titre plus ou moins complexe, qui comporte en son sein un brin de polémique, on y vient tout à l'heure. Monsieur d'Almeida, merci de nous dire pourquoi vous en êtes arrivé à consacrer un ouvrage à l'entreprise et à l'entrepreneuriat. Merci, monsieur le journaliste. Avant de commencer, si vous le permettez, je vais d'abord rendre grâce à Dieu. C'est par lui que tout s'accomplit, c'est par lui que tout se maintient et c'est par lui que tout grandit. Je voudrais également dire un merci particulier au préfacier de cet ouvrage, c'est Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto-Novo, qui a préfacé cet ouvrage avec la rigueur qu'on lui connaît, sa générosité et toute sa bonté. Je voudrais lui dire mon admiration respectueuse. Et vous n'avez pas dit, et toute sa plume fertile. Très bien, merci beaucoup, vous le connaissez encore davantage. Alors moi, c'est Hippolyte d'Almeida, je suis économiste de formation, 40 ans d'expérience dans la banque et la finance, dans l'entreprise et dans la formation et le coaching. 40 ans d'expérience dans ce type d'activité, dans ce triumvirat, vous amène à avoir la lecture des choses qui est souvent différente de celle des autres. Et pourquoi un livre sur l'entrepreneuriat? Si vous le permettez, je dirais d'abord pourquoi un livre et ensuite pourquoi la thématique de l'entrepreneuriat. À la différence des autres véhicules d'apprentissage, le livre offre cet avantage-là que lorsqu'on le prend, on y trouve des informations, on y trouve des expériences, on y trouve également des connaissances qui permettent au lecteur un peu de se reconnaître, de prendre conscience et de s'évader. Le livre, c'est également un miroir à l'intérieur duquel le lecteur se reconnaît, le lecteur s'identifie et il se laisse transporter et se laisse également aller vers des ailleurs qu'il a envie de découvrir et qu'il ne connaît pas. Mais plus que tout cela encore, le livre, c'est un ami, c'est un compagnon. Vous l'avez partout où vous partez et vous pouvez l'utiliser, le prendre, le mettre à votre chevet. Et il a l'avantage de ne pas bugger, à l'instar de certains équipements. Et il a l'avantage également de ne pas vous irradier. Alors, à côté de tout ça, le livre est toujours meilleur qu'une brochure. Le livre, il se conserve, alors qu'une brochure, on la retrouve sur la tête des vendeuses de cacahuètes. Alors, donc, voilà pourquoi j'ai fait le livre reste. Le livre reste. Et résiste au temps. Et résiste au temps, merci beaucoup. Et maintenant, pourquoi l'entrepreneuriat? Disons que c'est dans l'air du temps, c'est vrai. Mais l'entrepreneuriat dans une économie qui se veut une économie de croissance, l'entrepreneuriat est un levier fondamental. C'est les créateurs d'entreprises qui nourrissent le tissu économique, qui travaillent à la création de richesses, qui travaillent à la création d'emplois et qui travaillent indirectement à la mutation des mentalités. Le mindset d'un entrepreneur est complètement différent du mindset d'un rentier ou d'un salarié. Donc cet élément est un levier fondamental de l'économie. C'est bon espoir que nous allons revenir sur la question afin que j'apporte des précisions sur ce contenu. On y est bien justement pour... Oui, revenons à l'intitulé. L'esprit au service de l'entreprise. Penser autrement pour agir efficacement. N'est-ce pas un tout petit peu complexe? Oui, plutôt que complexe, je dirais que l'intitulé peut paraître insolite. Mais on peut le comprendre lorsqu'on jette un regard rétrospectif sur l'entrepreneuriat au Bénin.
quand vous regardez sur les 30 ou 33 dernières années, vous constatez que on a commencé à former à l'entrepreneuriat au Bénin en octobre 1988. Ça fait 33 ans. Et les premières initiatives, c'était organisé par le Centre de perfectionnement et d'assistance à la gestion en collaboration avec le CESAG à Dakar. C'est un programme qui a été financé par les Nations Unies. Et pourquoi il a été financé? Parce que le Bénin venait d'entrer dans son premier programme d'ajustement structurel. Des décisions fortes ont été prises en termes de réduction du train de vie de l'État, compression des effectifs, suppression des subventions. Et on s'est retrouvé avec une masse critique sur les bras qu'il fallait bien reconvertir. Donc, premier élément, le Bénin a abordé la question de l'entrepreneuriat un peu par défaut. Nous n'avons pas choisi l'entrepreneuriat. On a abordé l'entrepreneuriat un peu comme réponse aux effets sociaux de l'ajustement structurel. Donc, c'est le premier élément et c'est ce qui a fondé un peu la mise en place d'une série d'initiatives. Mais le deuxième élément critique, c'est que lorsque nous avons choisi de faire l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons pensé que avoir un plan d'affaires et avoir de l'argent suffisait à faire des entrepreneurs. Et nous avons constaté tragiquement, après 30 ans, qu'aujourd'hui, aucun entrepreneur véritable n'est sorti de ce lot qui puisse être exhibé par le Bénin comme exemple, comme modèle de croissance. Et mieux que cela, nous avons eu des structures qui ont encadré l'entrepreneuriat. Et ces structures ont été animées par des personnes qui ne savent pas grand-chose à l'entrepreneuriat. Non seulement ils ne savaient pas grand-chose à l'entrepreneuriat, mais en plus, il n'y avait pas de critères de performance. Ils pourront l'accueillir un tel affront. Ce n'est pas un affront. S'ils veulent ouvrir le débat sur la question, je suis prêt à un débat public à montrer les faiblesses. Et ce n'est pas moi qui le dis, pas seulement. Si vous regardez des dernières études... Et DenTV ne voudra pas un tel plaisir d'accueillir un tel débat. Alors, quand vous regardez le président de la BAD, qui lui-même reconnaît que ces programmes sont plus des programmes d'appel à l'aumône que des programmes de création d'entreprises, c'est assez significatif. Dis donc. Et en plus, il montre que la gouvernance de ces structures, la disponibilité de données dans notre milieu et également la capacité des hommes en présence ont fait défaut. Donc voilà un peu le tableau dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Et tout porte à penser que les évolutions récentes s'inscrivent dans cette dynamique. Mais manifestement, cette dynamique n'a pas donné de bons résultats. Alors par rapport à cela, je dis, plutôt que de percevoir l'entreprise en termes de business plan et de financement, réfléchissons autrement pour prendre l'entreprise de façon plus globale. L'entreprise, c'est d'abord une réflexion avant la mise en œuvre d'action. L'entreprise, c'est un processus. Et quelqu'un qui veut créer une entreprise, il n'y vient pas par défaut, c'est un choix. Et la création d'entreprise s'appuie sur un processus en 4 étapes. Il y a d'abord la vision et les convictions qui font la partie réflexion. Et il y a ensuite les stratégies et les compétences qui font la partie action. Et où est-ce qu'on trouve les éléments qui permettent de penser globalement l'entreprise? Parce que pour penser aujourd'hui une entreprise à l'horizon de 5 ans et de 10 ans, il faut montrer des qualités, il faut être imaginatif, il faut être créatif, il faut être intuitif, il faut avoir une conscience à soi qui soit forte. Et ces propriétés que j'évoque sont des propriétés de l'esprit. On ne peut pas les trouver ailleurs que dans l'esprit. On va en venir. C'est ce qui m'amène à intituler l'ouvrage « L'esprit au service de l'entreprise ». On y vient dans les fondamentaux de l'entrepreneuriat tout à l'heure, M. Dalméda. Mais avant, vous avez commencé à décliner quelque peu ce diagnostic auquel répond l'ouvrage. On va poursuivre l'exercice à travers l'état des lieux de l'entreprise. Au Bénin, d'hier à nos jours, au Bénin, sur le continent et dans le reste du monde, d'hier à nos jours. Merci beaucoup. Toutes les entreprises aujourd'hui sont dans l'après-Covid. Tout le monde aujourd'hui cherche à reconstituer ce qui s'est fait hier. Quand on regarde l'entreprise au Bénin aujourd'hui, quand on regarde l'entreprise dans les pays d'Afrique de l'Ouest, on constate que c'est un passage obligé, tout simplement parce que nous avons fait des options libérales. Donc l'entreprise est un passage obligé. Mais dans quel contexte, dans quel écosystème fonctionne l'entreprise? Nous avons un écosystème dans lequel nous avons une faiblesse des infrastructures, infrastructures routières, infrastructures de communication, infrastructures électriques. Nous avons une faiblesse du cadre institutionnel de l'entreprise. Nous avons également
un environnement dans lequel on veut travailler avec le secteur privé, mais les outils qui sont mis en place ne facilitent pas le secteur privé. Mais dans le même temps, nous sommes en présence d'un environnement où le taux de chômage monte. Les jeunes gens diplômés en quête d'emploi sont nombreux. Les fonctions publiques aujourd'hui sont incapables de résorber toute cette main-d'œuvre qui lui est offerte. Alors l'entrepreneuriat devient un élément fondamental. Mais qu'est-ce que nous offrons à cette jeunesse qui cherche du travail? Nous avons des problèmes de vitalité entrepreneuriale. Nous avons des problèmes de vitalité entrepreneuriale. Quel regard nous regardons avec l'entreprise aujourd'hui? Je prendrai simplement l'exemple d'un professeur d'université qui a dit « Moi, j'aurais bien voulu être mécanicien, mais je me suis retrouvé professeur d'université. Et pourquoi je n'ai pas envie d'être mécanicien? Parce que dans notre communauté, on regarde le mécanicien comme la personne qui se salit les mains. C'est la personne qui est marginale. C'est la personne qui va sous la voiture. L'entrepreneur n'est pas considéré. Et quand l'entrepreneur n'est pas considéré, les jeunes gens n'ont pas de modèle, ils n'ont pas envie d'entreprendre. C'est le cas au Bénin et c'est le cas partout. Donc vous voyez des jeunes gens, ils disent qu'ils veulent entreprendre, mais ils n'ont pas d'outils pour entreprendre. Et ensuite, la gouvernance de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'elle est dans nos pays respectifs? Nous en parlons beaucoup, mais en réalité... D'hier à ce jour. D'hier à ce jour, il n'y a pas grand-chose, en réalité. Rien n'a changé. Les choses changent avec une impressionnante lenteur, au point où elles ne sont pas forcément perspectives dans la vie des uns et des autres. Donc, nous avons un diagnostic qui est assez clair. On a la volonté de faire de l'entreprise, mais nous ne créons pas toujours les conditions optimales pour que l'entreprise puisse éclore et les jeunes gens ne sont pas motivés pour l'entrepreneuriat. Cela dit, nous avons un potentiel qui est très fort. Quand je prends le cas du Bénin, nous avons fait des options en termes de développement agricole, en termes de développement des infrastructures, en termes de croissance des chaînes de valeur qui est à la limite exceptionnelle. On est en train de recréer l'écosystème pour relancer l'activité entrepreneuriale. Mais il faut revoir la vision que nous avons de l'entrepreneuriat pour adapter la nouvelle vision aux nouvelles ambitions qui sont celles de la gouvernance nouvelle. Voilà ce que je peux dire en termes de diagnostic. Monsieur D'Almeida, vous en avez fait, je dirais, tout un chapitre tel à l'université. Je l'ai dit, cet ouvrage constitue un condensé de curricula pour les chercheurs et étudiants dans le domaine de l'entrepreneuriat. On ne va pas y aller tel que c'est fait dans l'ouvrage. Allez-y, on va juste résumer ce que c'est que l'entrepreneuriat et ce que c'est que l'entrepreneur. Qui peut se revendiquer être un entrepreneur de nos jours? Et pour ce faire, quels sont les fondamentaux à s'approprier, à maîtriser? Quels sont les arguments dont on doit disposer pour se revendiquer être un entrepreneur? Parce que vous l'avez dit, il ne suffit pas d'un business plan et d'un peu de moyens pour s'y lancer. Merci beaucoup. Beaucoup de questions dans votre propos. D'abord, l'entrepreneuriat, c'est quoi? Très brièvement, l'entrepreneuriat, c'est un peu une façon de penser et d'agir et de pouvoir trouver dans les changements des opportunités. C'est une situation dans laquelle on n'attend pas, on va vers le changement pour s'adapter au changement. Ce qui nécessite donc dans l'entrepreneuriat qu'on fasse plus d'imagination et de créativité pour pouvoir progresser et avancer. L'entrepreneur, en fait, c'est celui qui crée des entreprises, qui crée de la richesse, qui crée des emplois et qui ne recommence, qui ne renonce pas. Quand on est entrepreneur, on n'a pas d'excuses. La seule solution, c'est de réussir, c'est de tomber, de se relever. Autant de fois vous pouvez tomber, autant de fois vous devez vous relever. Parce que si vous faites de votre point de chute une destination, vous n'êtes plus un entrepreneur. Donc l'entrepreneur choisit, il ne subit pas et il conduit l'action fort d'une pensée, d'une direction qu'il s'est définie et fort d'une ambition qu'il accompagne. Mais tout en tirant leçon des obstacles et échecs. En fait, parce que vous avez renoncé le renoncement. Non, en réalité... Vous avez interdit tout à l'heure le renoncement, mais maintenant... L'échec, c'est la perception de l'échec qui est le problème. Lorsque vous avez ce que vous appelez échec et que vous le considérez comme un palier de croissance,
quelqu'un qui a échoué n'est plus comme celui qui était avant l'échec. Donc, il a appris quelque chose. C'est quelqu'un qui dit, quand je ne gagne pas, j'apprends. Donc, c'est des opportunités d'apprentissage qui vous poussent en réalité vers la réalisation de votre objectif quand vous en faites une lecture appropriée et adoptez les comportements. Et je précise que dans l'ouvrage, vous l'avez très bien étayé à travers des situations, je dirais une série de situations auxquelles vous confrontez les lecteurs afin de leur permettre de mieux approprier ce en quoi constituent ces étapes et ces obstacles et difficultés que peuvent rencontrer les entrepreneurs. Oui. Alors, entreprendre, c'est mettre en mouvement. Entreprendre, c'est entrer et prendre. Entreprendre, c'est mobiliser les énergies, les ressources pour réaliser une ambition personnelle, un objectif ou satisfaire un besoin. Entreprendre, c'est être capable d'identifier une idée, de la formuler en projet et de travailler à sa réalisation. C'est cela, entreprendre. Mais qui le peut? Qui peut entreprendre? Nous avons deux approches. Il y a une approche qui est fondée sur le potentiel en termes de qualité. Chaque individu porte en lui des qualités fortes. Si vous voulez vous en convaincre, faites un peu de physiologie et regardez un peu le parcours du spermatozoïde à l'œuf qu'il va féconder et ensuite à l'enfant qui va naître. Il n'y a pas une seule personne au monde qui n'ait emprunté ce processus. Et je dirais le premier entrepreneur, c'est le spermatozoïde. Il faudrait lui rendre hommage. Parce qu'il a vaincu dans un lot où il y avait 1 million de compétiteurs et c'est lui qui a gagné. À partir de ce moment, nous naissons avec des aptitudes. Donc nous avons un potentiel en nous que nous devons développer. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque nous naissons? Nous sommes pris dans un engrenage qui s'appelle l'école, qui s'appelle l'éducation et qui apporte son grain de sel à ce que nos parents nous ont légué à travers la génétique. Mais ce que nous apprenons aujourd'hui à l'école, qu'est-ce que c'est? C'est le langage, c'est les mathématiques et c'est la logique. Excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. Si la logique faisait des hommes riches, tous les professeurs de mathématiques seraient des hommes riches. Suffisamment riches. Suffisamment riches. Oui. Et ils en auraient même à revendre. Si l'économie faisait des hommes riches, tous les professeurs d'économie seraient des hommes riches. Ça signifie que ces aptitudes qu'on nous donne à l'école, à travers le langage, les mathématiques, la logique, sont certainement utiles, mais elles sont largement insuffisantes pour faire face à une condition entrepreneuriale. Nous apprenons plutôt à imiter qu'à créer. Notre enseignement aujourd'hui fait fi de la créativité, de l'imagination et de l'intuition. Vous l'avez remarqué, lorsqu'un élève a une position qui est différente de celle de son maître, il devient pratiquement un marginal dans la salle. Alors que peut-être c'est le début d'une nouvelle idée, c'est le début d'un nouvel apprentissage qui s'offre, pas seulement à lui, mais également à toute la classe et également au maître. Alors si on pouvait ouvrir le champ d'apprentissage sur ces différentes qualités, nous aurons des intelligences additionnelles qui vont s'ajouter aux intelligences du langage, de la logique et des mathématiques. Ça me rappelle l'intelligence multiple de Gardner. Exact. Oui. Monsieur le Président d'Almeida, vous avez dit ce que c'est qu'entreprendre et qui peut entreprendre. Mais de quoi doit disposer celui-là qui peut entreprendre? Vous avez commencé à le dire, mais pas tout. Parce que à la page 161, vous avez mis l'accent sur la prise de conscience. Et là encore, c'est un chapitre parmi tant d'autres. Merci beaucoup. Qui peut entreprendre? J'ai dit globalement, potentiellement, tout le monde peut entreprendre. Mais il faut avoir conscience qu'on peut entreprendre. Il faut vouloir entreprendre. La volonté d'entreprendre et de conduire une entreprise ne relève pas de la connaissance immédiate. C'est une œuvre de l'esprit, tout simplement. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de penser une entreprise à un horizon de 3, 5 ou 10 ans, de la faire vivre mentalement, de vivre les difficultés, de le ressentir, et ensuite de transcrire dans les actes et dans les écrits ce qu'il a l'intention de réaliser. Mais l'avantage de le faire ainsi, c'est que nous avons un fil conducteur qui nous tire. Et nous ne pouvons plus aller à gauche ou à droite. Et quand bien même nous sommes ballottés d'un côté ou de l'autre, nous avons l'avantage d'avoir le fil
auxquels nous sommes accrochés et qui nous maintiennent dans la bonne direction. La beauté des chapitres, je dirais, décuple plus ou moins au fil de lecture, de la lecture, au fil quand on parcourt l'ouvrage. Quand vous abordez à la page 64-65 les types d'entrepreneurs, Oui. vous dites quelque part qu'il y a des entrepreneurs inconsciemment compétents et qu'il y en a aussi qui se croient compétents ou qui ignorent qu'ils portent des gènes d'incompétence. Tout à fait. En fait, ça, c'est un élément très important dans la prise de conscience. Je prendrai un exemple, pardon, pour illustrer. Vous êtes dans une grosse institution financière, assurance ou banque, et vous êtes un directeur. Vous avez travaillé 10-15 ans, et vous avez été le meilleur à votre poste. À votre poste. Et vous vous dites quand même, l'entreprise, sans moi, elle ne peut pas faire grand-chose. Alors vous dites, je vais décider d'aller faire une expérience entrepreneuriale. Comme on le dit, vous dites que vous connaissez déjà un rayon. Vous avez un rayon, vous le maîtrisez et vous allez essayer. Vous pouvez vous considérer à un moment déterminé comme une personne qui a des compétences et qui en est conscience. Mais vous allez découvrir sur le terrain qu'il n'y a pas seulement le domaine que vous avez développé dans votre institution qui existe, mais qu'il y a différents autres domaines. Ah oui. Donc en réalité, vous étiez un incompétent inconscient. Et lorsque vous êtes un incompétent inconscient, on travaille à devenir un compétent conscient. Donc on réalise la marge d'apprentissage et on se met en formation. Et pour ce faire, il faut en avoir conscience. Il faut en avoir conscience. D'où la prise de conscience. Très bien. Vous pouvez également constater que vous avez des compétences que vous ne connaissez pas. Vous êtes un compétent inconscient. Et lorsque vous vous mettez à l'œuvre, vous voyez que pas mal de choses que vous avez acquises sont utiles et que vous exploitez. Vous pouvez être un incompétent complètement inconscient, tout simplement. Quand vous le savez, vous cherchez un maître, un mentor qui vous accompagne. Donc, c'est différentes étapes dans la prise de conscience, parce que la prise de conscience est un élément transversal. On devrait en parler tous les jours et partout, parce qu'à chaque instant de notre vie, nous avons des problématiques de prise de conscience qui nous permettent de regarder notre environnement différent. Je crois que avant cette émission, il y a eu un passage sur l'environnement, parlant de la Constitution, où on a dit qu'on peut sanctionner lorsqu'on porte atteinte à l'environnement. Justement. Mais si le citoyen n'a pas conscience de ça, il fait quoi? Donc c'est un élément de prise de conscience. Nous en avons dans nos familles, nous en avons dans notre travail. Donc la prise de conscience est un élément transversal qu'il faut travailler, qu'il faut comprendre et qu'il faut introduire en soi comme une dynamique naturelle. C'est elle qui permet de voir le fossé qui vous sépare de la situation dans laquelle vous vivez par rapport à la situation à laquelle vous aspirez. Donc j'en parle assez largement ici et j'en parlerai chaque fois que l'occasion me permettra de le faire parce que sans cet élément de prise de conscience, sans conscience à soi, nous allons un peu dans tous les sens et nous ne serons pas surpris d'atteindre les objectifs que nous recherchons. Vous convenez avec moi que la consistance de l'ouvrage ne peut être contenue ou consommée en une émission ou en un numéro de Convainc-moi. Ce qui fait d'abord que je prends en compte quelques rudiments parmi tant d'autres de l'ouvrage. Au regard du modèle économique que partage notre pays, le Bénin, notre belle nation, le Bénin, M. Hippolyte d'Almeida, pensez-vous que l'entrepreneuriat répond efficacement aux diagnostics, aux besoins pour une prospérité certaine d'ici quelques années? Pensez-vous que c'est ce qu'il nous faut, l'entrepreneuriat? Bon, nous avons un privilège au Bénin, c'est que nous avons un entrepreneur à la tête de l'État. Ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, mais maintenant, quand vous regardez... Ça ne justifie pas tout. Écoutez-moi, quand vous regardez la note... Le non-entrepreneur aussi peut s'y retrouver. Non, je dis aujourd'hui, celui qui est là, il est entrepreneur. Donc c'est un avantage pour l'entrepreneuriat. Maintenant, quand vous regardez la note de diagnostic pays qui a été réalisée par la Banque africaine de développement, de temps en temps, dans ses relations avec les pays, la Banque africaine de développement réalise une note de diagnostic. La note de diagnostic pays concernant le Bénin prévoit 6 piliers pour organiser la croissance inclusive. Le premier, c'est le renforcement du capital humain. Le second, c'est le développement des chaînes de valeur.
Le troisième, c'est le renforcement des infrastructures. Le quatrième, c'est l'amélioration de l'environnement institutionnel de l'entreprise. Le cinquième, c'est le développement du secteur privé. Et le sixième, c'est la répartition, la redistribution de façon inclusive. Mais quand vous regardez ces 6 piliers, en réalité, presque tous, sinon fondamentalement 3 ou 4, sont attachés à l'entrepreneuriat. Quand on parle de développement des chaînes de valeur dans l'agriculture et dans l'industrie, quand on parle de transformation des matières premières locales, le seul passage, c'est l'entrepreneuriat. On ne peut pas faire autrement. En plus de ça, et indépendamment de cette note, quand vous regardez le programme d'action du gouvernement, on avait parlé d'autres secteurs. Donc, on a parlé de l'hôtellerie. À croire, M. D'Almeida, on gagnerait à s'y mettre davantage, Nous à s'y gagnons investir davantage. énormément à nous y investir davantage et à créer le cadre qui permet à celui qui a pensé juste et qui est dans la bonne direction de pouvoir réaliser ce qu'il veut faire pour accroître la valeur ajoutée et également accroître le nombre d'emplois. Mais pour le réussir, il faut définir des critères de performance. Alors, lorsque vous avez une administration qui travaille dans le secteur de la promotion de l'entreprise, dans le développement de l'entrepreneuriat des jeunes, le critère de performance ne peut pas être en termes d'argent dépensé. Le critère de performance, c'est à un horizon de 3 ans, à un horizon de 5 ans, quel est le niveau de la valeur ajoutée que vous avez apporté à l'économie à travers la création d'entreprises. Une approche prospective. Une approche prospective. Quel est le nombre d'entrepreneurs de croissance que vous avez réussi à monter? Mais plutôt que de constater qu'on a eu de l'argent, on a dépensé de l'argent, mais personne ne connaît la valeur ajoutée à l'économie, personne ne connaît le nombre d'entrepreneurs qui ont été créés, personne n'apprécie l'impact sur l'économie de tous les montants qui ont été engagés. Si c'est ça l'objectif, on aurait pu faire largement autrement. Donc je dis, au risque de me tromper, que les premiers entrepreneurs doivent être les responsables des agences de développement de l'entrepreneuriat. Ah oui. Ah oui. C'est eux qui doivent montrer leur capacité à promouvoir l'entreprise à travers la réalisation des performances qui leur sont affectées. Nous avons des cas dans le pays aujourd'hui qui sont des cas très intéressants. Vous prenez par exemple le directeur de l'APIEX, avec tout le staff qu'il a derrière lui, ils sont en train de faire des choses concrètes. Nous avons réussi, au moins au Bénin aujourd'hui, à créer une entreprise en moins de 2-3 heures. C'est une grosse performance. Ah oui. Mais le grand défi derrière, c'est que deviennent ces entreprises. Apparemment, moins de 5% des entreprises créées deviennent des acteurs économiques. Mais ça, c'est une autre affaire. Et nous pourrons en parler. Outre les lacunes, je dirais, structurelles que vous avez évoquées, outre ces freins que vous avez évoqués, ces obstacles que vous avez évoqués, vous avez mis l'accent sur, au chapitre 10, M. Yvol D'Almeida, sur la responsabilité de la vie. Oui. Quel est le lien? Pourquoi un tel parallélisme? Très bien, merci beaucoup. Je vous ai dit tantôt que chacun naît avec un potentiel. Et en réalité, la responsabilité de chacun, c'est de pouvoir révéler ou valoriser ce potentiel. Donc notre responsabilité, notre vie est déjà entreprise. Maintenant, lorsque nous avons un plan de vie, la création d'entreprise n'est qu'une étape dans la concrétisation de ce plan de vie. Donc à partir de ce moment, c'est pourquoi je dis l'entreprise se pense en amont, se réalise et ensuite se développe en aval. Vous devez définir une vision personnelle. Tout ceci doit répondre à un processus donné. Tout à fait. Et vous définissez une vision personnelle et dans la mise en œuvre de cette vision, dans les stratégies que vous mettez en place pour concrétiser votre vision, la création d'entreprise est un élément. Donc, vous avez évalué vos besoins, vous connaissez les besoins du milieu, vous êtes déterminé à faire d'un besoin une opportunité, mais l'opportunité que vous choisissez doit être compatible avec vos valeurs. Si elles ne sont pas compatibles avec vos valeurs, si elles ne sont pas compatibles avec vos convictions, vous allez beau vous débattre, il vous sera difficile d'atteindre l'objectif. Et quand vous vous battez, il y a un certain nombre d'écueils que vous devez franchir. C'est qu'on nous a donné des habitudes à travers notre éducation, à travers notre formation, qui sont des obstacles potentiels à la réalisation de nos ambitions. Je vais vous donner un exemple de ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si vous suivez les championnats de football en Occident. Tous les joueurs savent que quand on a marqué un but et qu'on enlève le maillot, l'arbitre vous donne un avertissement. Oui. C'est un carton jaune. Tout le monde le sait. Est-ce que vous en connaissez un seul qui s'en prive?
Le fait d'enlever Sous le le maillot coup de l'émotion, est plus fort qu'eux. ils y tombent toujours. C'est dans leur programme intérieur qu'ils n'ont pas encore réussi à corriger. Donc ils le font, alors qu'ils veulent faire autre chose, ils le font. Et nous-mêmes, parmi nous, nous avons pas mal de choses que nous faisons, tout en sachant qu'elles ne sont pas bonnes. Je suis sûr que vous êtes un grand consommateur de sucre. Et pourtant, le sucre nuit à la santé. Et on le sait. Et on le sait. Et pourtant, on continue de prendre le sucre. Et il y a 1000 choses comme ça dont nous savons qu'elles sont mauvaises, mais que nous faisons. Parce que le programme intérieur que nous avons, il nous donne l'illusion d'avoir de la volonté, mais en réalité, c'est lui qui nous guide. C'est lui qui fait notre volonté. Donc, nous devons travailler un peu à corriger ces paradigmes pour nous inscrire dans une dynamique et un état d'esprit. Vous l'avez dit, que tout cela répond à une seule chose. Nous n'agissons pas en conscience, mais de manière automatique. Nous agissons de manière automatique et les automatismes viennent de ce que nous avons entré dans notre esprit, dans notre inconscient. Le problème, c'est que nous ne savons pas, c'est que tout ce qu'il y a dans notre esprit, dans notre inconscient ne nous appartient pas. C'est vrai. C'est nos parents, c'est nos grands-parents, c'est nos arrière-grands-parents. C'est nos inspirateurs, c'est nos mentors et autres. Mais vous-même, vous faites quoi? C'est la rue aussi. Vous apportez quoi? Et vous êtes allé loin, vous avez dit quelque part que la folie, c'est de répéter encore et encore les mêmes choses. C'est pour appuyer votre exemple donné des footballeurs tout à l'heure. Encore et encore les mêmes choses en espérant obtenir un résultat différent. Oui, nous faisons les choses de la même manière tous les jours et nous voulons avoir des résultats différents. On a oublié que la même cause produit les mêmes effets. Mais c'est en nous comme ça. Nous le faisons tous les jours, nous disons nous voulons faire autrement, mais nous faisons exactement ce que nous avons fait hier. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet paradigme. Nous avons une programmation, et cette programmation nous fait faire avoir des habitudes, et les habitudes nous font agir en famille, à l'école, en ville et partout où nous nous retrouvons. Mais il faudra nous reformater en quelque sorte. Et oui, et c'est ça la bonne nouvelle. Et justement, et pour le faire, il nous faudra commencer à penser autrement pour agir efficacement. Il faut un coup de coaching. Il faut même plus que du coaching. À l'échelle nationale. Il faut du coaching actif. Il faut repenser les choses au niveau national et les insérer progressivement au niveau individuel. Et tout ça, c'est possible. Ah oui. Les gens l'ont fait avant nous, d'autres le feront après nous. Donc, faisons quand même. Vous pensez qu'on pourra y arriver? Nous allons y arriver. Afin de faire de la génération actuelle de formidables entrepreneurs qui résistent au temps. Absolument. Parce que c'est aussi cela. Absolument. On n'est pas entrepreneur pour 1-2 ans et on passe à autre chose. Non, vous savez, l'entrepreneuriat, ce n'est pas... Vous avez fusillé l'entrepreneuriat de tremplin. Oui, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un buffet où quand vous voulez manger de la banane, vous prenez de la banane. Quand vous voulez manger du riz, vous prenez du riz. C'est un tout. Il y a un ensemble d'enjeux que vous accompagnez en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez et de l'objectif auquel vous voulez vous aspirer, tout simplement. Donc, on peut travailler à corriger. Ça va commencer très tôt, au cours secondaire, déjà, à sensibiliser à l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, personne ne fait de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Quand vous sensibilisez à l'entrepreneuriat, quand vous améliorez l'image de l'entrepreneur dans la société, ça donne envie, ça inspire les jeunes gens. Et ils ont envie de devenir entrepreneurs. Et quand ils ont envie de devenir entrepreneurs, les structures d'accompagnement font un travail dans l'environnement pour identifier un certain nombre d'opportunités potentielles. Et c'est chacun qui lit à travers ces opportunités, qui choisit d'en développer une ou deux et qui ensuite se fait accompagner pour réaliser une ambition. Tout le monde gagne à ce que l'esprit entrepreneurial se vulgarise, tout le monde gagne à ce que le nombre d'entrepreneurs croisse à l'intérieur de l'économie. Outre les ronces, outre les écueils, outre les ennuis ou obstacles évoqués déjà, M. Hippolyte d'Almeida, il y a, je dirais, l'impondérable qui s'est imposé à la planète depuis peu. Oui. Dame, Covid-19, l'entrepreneur d'hier, manager, sa boîte, sa structure, sa société, sans cette évidence. Mais maintenant, l'entrepreneur d'aujourd'hui se doit de faire avec, pour encore quelques années, qui sait. Merci beaucoup. La pandémie de la Covid-19 est un bel exemple. Nous voyons les entreprises, avec un fort appui de l'État, organiser leur résilience. Mais quand vous regardez l'attitude des entreprises, c'est un peu comme si elles font dos à l'avenir et elles regardent leur passé. Elles ont envie de reconstituer ce qu'elles ont acquis. Du coup,
la lecture qu'elles font de la pandémie, elles voient la pandémie comme un mal, comme un problème. Mais si elles se disaient un seul instant, mais cette crise est une opportunité, c'est la solution, et qu'elles regardent l'avenir, elles vont se définir de nouvelles ambitions. Elles vont voir les choses autrement. Elles vont penser autrement. Mais peut-on a priori penser à en faire une opportunité? Absolument. Il n'y a rien de plus grand que ce que nous avons eu l'année dernière. Le monde a survécu à l'inattendu. Qu'est-ce que le monde peut faire de meilleur que de survivre? Vous continuez à manger et à boire, non? Autour de vous, les gens continuent à manger et à boire. Bon, la pandémie n'a pas empêché ça. Il y a des choses extraordinaires qui se sont produites. Elle a empêché en une certaine époque. Non, 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 pas du tout. La pandémie a simplement montré que... Sous d'autres cieux, les bars ont fermé, les restos ont fermé, les nightclubs ont fermé ici. Oui. Donc c'est pour dire que la pandémie n'a pas Les été nightclubs ont fermé pour demander aux propriétaires de nightclubs, mais pense autrement, cherche autre chose à faire. Les avions. Vous avez vu des compagnies qui ont eu tous leurs avions à terre? C'est arrivé, non? Bien sûr. Mais le monde n'en est pas mort. Le monde continue de vivre, tout simplement. Donc aujourd'hui, la pandémie nous a donné l'occasion de savoir quel potentiel nous avons en tant qu'hommes. Nous a donné l'occasion de pouvoir penser différemment et de pouvoir rechercher ailleurs ce que nous croyons avoir déjà trouvé. Donc c'est une véritable dynamique qu'à mon avis, la pandémie offre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au début de mon ouvrage, j'ai mis que j'écris à l'année 2020, une belle année. Et je ne vous cache pas qu'un de mes proches m'a dit, tu fais de la provocation ou tu plaisantes? J'ai dit ni l'un ni l'autre, c'est une conviction. Ah oui? 2020, c'est une belle année. Nous restons dans les circonstances et nous oublions l'ambition. 2020, c'est une circonstance, on la gère. Mais après, toutes les opportunités qui y sont attachées. Vous avez vu le télétravail, ce que ça donne? La téléformation, ce que ça donne? Ça a obligé pas mal de gens à aller s'initier à l'informatique aujourd'hui, aux nouvelles technologies, pour pouvoir faire de la formation. Sans la téléformation, un cabinet qui fait de la formation disparaît. Le télétravail a permis à certains employeurs de constater qu'ils étaient en sureffectif. Et ils ont offert des opportunités à leurs employés pour développer d'autres activités. La pandémie a permis à beaucoup d'entreprises d'externaliser un certain nombre d'opérations. Et ces opérations peuvent être faites à partir d'un domicile ou de n'importe quelle entreprise. Regardons ce qui s'est passé en 2020 comme une opportunité, une ouverture sur l'avenir. Et développons les activités qui sont attachées. Merci, M. Hippolyte d'Almeida. Ce n'est qu'une petite partie de l'ouvrage que nous venons de vous proposer. On y reviendra, plaise au ciel, prochainement, pour en décortiquer davantage d'autres chapitres. Mais avant de partir, comme je me suis plaît à le faire à la radio, vous vous rappelez, il y a quelques jours, je partage avec les amis téléspectateurs ce court paragraphe du résumé d'ouvrage. L'auteur propose une approche différente sur l'entreprise et l'esprit d'entreprise, simple, mais non ordinaire, nous informe sans effrayer, qui provoque sans blesser, qui instruit sans obliger, qui éclaire et motive, qui révolte et encourage à agir pour la réflexion et l'action. Monsieur Hippolyte d'Almeida, économiste et financier, avec vous, nous avons découvert votre ouvrage, L'esprit au service de l'entreprise. Pensez autrement pour agir efficacement.